Bonsoir, bonjour, bonsoir. Excusez-moi, bienvenue dans cette belle soirée de février. Ça y est, le mois de janvier est passé. Le dry January est fini. Ouh, pardon, une glace? Ah non, c'est pas des glaces, c'est des micros. Bien tenté. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir recevoir l'équipe de l'Étoile Filante ce soir. Je remercie son distributeur Potemkin qui nous a permis d'organiser cette rencontre. Donc, sans plus attendre, j'appelle à me rejoindre les réalisateurs, Dominique Abel et Fiona Gordon, et le comédien Philippe Marx. Bonsoir. Bienvenue à tous les trois. C'est pas Philippe Gartz, comme ils ont dit dans les invoques. Gartz? Oui, je sais pas pourquoi ils ont dit ça. C'est mon nom de jeune fille. Bonsoir. Bon. Vous allez Bonsoir. tous les trois sur l'écran dans quelques minutes. On se retrouvera bien sûr à la fin pour discuter du film avec celles et ceux qui le souhaitent. Et puis, je vais peut-être dire quelques mots d'introduction. Ah ben on va pas dire. Il faut parler bien près. Bien près comme ça. Ok, c'est tout. Oui. Alors oui, non, on va pas rien dire sur le film parce que vous allez le voir, donc ce n'est pas nécessaire. Par contre, on peut dire, en cas où certains parmi vous ne restent pas après pour la discussion, on a tourné dans le coin. On a fait 2 grosses semaines, c'était 2 semaines de tournage, ou même plus les répétitions et la recherche, au théâtre Thénardier, qui est au Pré-Chabot. Mélanie et Sarto qui sont là, qui se cachent. Oui. Mélanie, elle joue, et Sarto, je ne le présente pas, il chante, je vais le connaître. Et donc c'était super, c'était vraiment on aime bien créer une espèce de troupe quand on travaille, et là on s'est senti vraiment à la maison, et on avait notre troupe, et on mangeait là, et on faisait tout là. Vous êtes de retour pas loin de la maison. Oui, tu veux dire autre chose? Bah, Pascal, notre maquilleuse, est là, mais bon, il y a... Voilà. Et ici, Montreuilloise, je ne sais pas comment on dit. Montreuilloise. Ouais, voilà. Je crois que j'ai vu Jérémy tout à l'heure de la régie. Il est là. Il est là, il se cache aussi. Et Floriane. Bravo pour Jérémy et Floriane. Donc c'est quand même un film un peu local. Et bienvenue à la projection d'équipe de l'Étoile Filante. Pardon, je vous écoute. Bah, on sera là pour parler après, donc voilà. Si on parle maintenant, vous ne savez pas de quoi on parle. Et puis, voilà. On a fait un petit feu pour réchauffer la salle. Et c'est tout. Et si vous avez beaucoup de couches, retirez-les parce que ça va chauffer. Enfin, je veux dire, chaque personne a fait 50 watts en chauffage. Donc ici, on a déjà 3000 watts de chauffage. Donc ça va, on est bien parti. Merci et bonne séance à toutes et à tous. On se retrouve tout à l'heure. El bigote tiene miedo. El bigote está perdido. En la cova se ha escondido. El bigote. Fiona Gordon, Dominique Abel et Philippe Marx. Merci. J'ai pris 3 micros, le prend pas mal, Philippe, on partagera. Oui, ça va très bien. Il n'y a pas besoin de micro. Non. Ah, il n'y a pas besoin de micro pour Philippe. Je vais poser 1 ou 2 premières questions, mais dès que l'envie vous en prend, n'hésitez pas à solliciter la parole, on est bien sûr là pour échanger. Une des, on peut dire, si on classe le film des caractéristiques, c'est évidemment un film noir, mais ce qui est très beau, et c'est aussi une chose sur laquelle vous appuyez dans certaines interviews que j'ai pu lire, c'est que c'est pas une parodie, c'est vraiment un film noir, avec les codes du film noir, mais à votre image, à votre sauce, si je puis dire. Vous n'avez pas cherché à faire une parodie, mais quelque chose en
utilisant les films de noir pour faire un film noir qui vous parle et qui vous convient. Je voulais savoir cette idée de finalement faire rire à travers ces codes-là, ce genre-là, ça vous est venu comment? Ce projet de film, il remonte à loin? Oui, moi j'attaque. Oui. Il remonte, alors je commence par la fin de la question. Oui, c'est vrai, il y avait 3 c'est le premier qu'on a écrit, mais on faisait que du théâtre à l'époque. On avait une pièce, un polar en théâtre, et on a eu envie d'écrire un film, on l'a fait, L'Étoile filante, mais on n'avait aucune expérience en cinéma, donc on ne savait pas comment faire. Donc on m'entend mal, donc on l'a rangé dans le tiroir, et on a continué, on a appris le boulot un peu en faisant des courts-métrages. Et puis à chaque long, on ressortait ça et on trouvait qu'il manquait un truc, on ne savait pas trop. Et parce qu'au début, c'était le méchant, Boris, on ne savait pas quoi, c'était un mafieux peut-être. Encore qu'on ne connaît pas de mafieux, donc on ne savait pas trop. Ou alors on en connaît, on ne sait pas qu'ils sont mafieux, mais on ne savait pas quoi. Et ce n'est que dans les années 20, en attaquant cette écriture, il y avait les Gilets jaunes et. 2020 donc. Ouais. Parce que vraiment, je ne pensais pas que ça remontait aussi loin. Voilà, avec tout ce que vous connaissez, enfin, toutes ces tensions sociales et tout, on avait quand même envie de parler de ce qu'on ressentait. Et ça nous rappelait nos années 80, avec vous, c'est Action Directe ou Brigade Rouge et tout. Nous, c'était les CCC en Belgique, qui avaient fait, donc au nom d'une utopie sociale, ils avaient fait péter plein de trucs, des banques, des pipelines de l'OTAN et tout ça, jusqu'au jour où ils ont fait une bombe devant une banque et ils mettaient chaque fois des tracts, ils prenaient la police, mais il n'y a pas eu le relais, enfin c'est ce qu'ils disent. Et donc ils ont tué au nom d'un monde meilleur, pour les promouvoir un monde meilleur, mais ils ont tué les gens. Donc voilà. Et on trouvait que ce genre de personnage qui doit se cacher dans un bar avait plus de force qu'un gars d'extrême droite ou de... Parce que c'est un peu tragique, et puis ça parle un peu de ce qu'on ressent. On est un peu perdu là, dans ces périodes-là. Donc on a ressorti le scénario. Ça peut dire pourquoi ça, pourquoi ce film-là. Mais, et puis, oui, non, c'est sûr que souvent, quand on traite un polar, comme je dis, c'est un parodie. Mais on n'est pas là-dedans. On est des clowns et on a envie de garder cette innocence, cette fraîcheur. Et on n'a pas trop réfléchi à comment ça pourrait se mélanger. Mais bon, c'est vrai que c'est 2 langages codés. On aime bien prendre un petit peu de distance. On aime bien garder l'artifice. Et à l'intérieur d'une canevas qui est... Enfin, nous, on pense que c'est simple. Maintenant, le public nous dit que ce n'est pas si simple que ça. Mais un simple canevas, introduire nos clowneries aussi. Et la question du double, par exemple, avec le double personnage, c'est un élément qui était aussi dès l'origine de votre idée ou... Oui, l'original est un sosie. Mais sinon, on ne s'est pas rendu compte d'un truc. C'est un classique dans le burlesque, mais dans le classique, dans tous les clowns ont fait ça. Ils ne sont pas un miroir d'eux-mêmes. Il y a quelqu'un d'autre, et tout le drôlerie, c'est d'essayer d'être pareil que l'autre. Donc, en fait, finalement, c'est un choix assez technique d'être le double. Mais bon, ça nous a quand même apporté des bons jeux. Et cette scène iconique du miroir qui est vraiment un régal. Philippe, on peut peut-être te demander, toi, comment tu arrives sur ce film, sur ce projet. Je pense que vous vous connaissez depuis un petit moment, et puis peut-être à saisir ce personnage de méchant, vraiment pas si méchant que ça, en fait, cette complexité. Oui, non, je crois qu'il a l'air méchant, mais il n'est pas méchant. Ouais, il est un peu comme moi. Non, mais moi je crois que, bon, nous, on se connaît depuis, on va dire, des une dizaine années d'années maintenant. Donc voilà, ça m'a paru que c'était un chouette rôle pour moi. Je sais pas, je me suis aussi surpris à faire ça, qui n'est pas forcément ce que je fais, mais non, ça m'a paru bien naturel. Puis j'aime bien protéger Dominique. Le protéger ou le... Oui, enfin, il y a 2 Dominique, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux à tour de rôle le protéger ou le kidnapper. Oui, c'est ça. Non, mais ce qui était intéressant, je trouve, c'était
ça c'est venu pendant le parcours, c'est une espèce de doute comme ça, de dire est-ce que c'est bien ce que je fais, parce que moi j'ai rien à voir là-dedans finalement, quoi. Il est très fidèle, mais il n'a pas beaucoup de discernement. Donc il se trouve dans une situation inconfortable. Et puis sa conscience, il a un petit problème avec sa conscience. Voilà, il décide finalement que moralement, c'est immoral. Moralement, c'est immoral. Je pense que c'est la phrase. C'est une grande phrase que j'ai trouvée. Peut-être il y en a parmi Peut-être il y en a parmi vous qui ont des questions, parce que c'est les bienvenus, les questions du public. Je vous amène le micro pour qu'on vous entende bien. Bonjour. L'idée de l'ambulancier avec le bois artificiel, je vous ai vu comment? Je n'ai pas compris. L'ambulancier, oui, au début, on a fait des études sur la question. On allait voir du côté des cyberbras actuels qui sont vraiment connectés au cerveau par des électrodes. Et on a commencé à faire des impros d'ailleurs avec Philippe, où il avait un écran, le client doit faire bouger des boules sur un écran avec sa pensée. C'est comme ça que ça se fait en fait. Et puis on s'est dit finalement, ça fait médecin, ça fait un peu actuel, ça fait comédie ou ça fait film social, mais c'était pas assez con, c'est pas assez clownesque, c'est pas assez physique pour notre genre de théâtre. Et puis alors on est parti du coup sur un autre genre de chirurgie neurologique qui est la scie sauteuse et le fer à souder. Ça nous correspond plus. En fait, souvent, on a des idées, on les écrit, mais on demande aux comédiens de venir répéter avec nous. Et souvent, les idées qu'on trouve sur place en répétant sont plus porteurs que ce qu'on avait imaginé. On dit souvent que nos cerveaux sont moins intelligents que nos corps. En tout cas, on les suit. On a plus confiance. Le corps met tout ça à l'épreuve. C'est une mise à l'épreuve de l'écriture. Pardon? C'est une mise à l'épreuve de l'écriture. C'est pas, même pas une mise à l'épreuve, c'est une recherche, c'est l'écriture se fasse vraiment là. C'est pas un test pour voir si l'écriture marche. On laisse un espace vide dans lequel il faudrait qu'on doit le remplir avec ce qu'on trouve. Qui veut poser la question? Bonsoir. Bravo, merci. Vous avez dit que vous veniez du théâtre, c'est ça? Moi, je me posais la question, quand vous jouez au théâtre, quand vous jouez là dans ce film-là, est-ce que vous avez essayé de jouer film ou est-ce que vous êtes laissé la liberté de jouer comme vous avez l'habitude de faire au théâtre? Enfin, qu'est-ce que ça vous a... quel a été le... Bon, voilà, vous avez compris la question. On était toujours inspiré par le cinéma, les clowns du cinéma, Chaplin, Keaton, Tati, Laurel et Hardy, tout ça, quand on faisait de la scène. Parce que je sais pas, c'était des clowns de la vie. Ça nous inspirait. Et donc, sur scène, on faisait de la scène. Et puis, dès qu'on a pu essayer des choses avec des caméras qui étaient immenses, VHS, là, on a essayé des trucs comme ça. Mais on s'est rendu compte qu'en prenant nos meilleurs sketchs et en essayant de les filmer, ça ne marchait plus. Parce que le public n'était plus là. Et le public, c'est un timing dans le théâtre. Il y a plein de gens de théâtre ici, donc ils le savent autant que nous. Il y a un timing et il y a une musique, c'est le rire. Il y a un point d'appui, c'est les gens. Et quand on coupe ça, ça ne va plus. Donc on a appris à réécrire. C'est pas très loin, mais il faut réécrire pour le cinéma. Et puis après, on voulait quand même garder cette pauvreté, cette poésie, la transposition, l'imaginaire, qui sont vraiment les trucs géniaux dans le théâtre. Puisqu'on est dans un lieu pauvre, il faut vraiment faire semblant qu'il y a de la pluie, qu'on a froid, qu'il y a de la neige, qu'on est dans une bagnole. Et c'est gai, ça, c'est comme les enfants qui jouent avec une boîte d'allumettes et ça devient une ambulance, et puis ça devient, je sais pas quoi, une maison. Et ça nécessite d'interpeller beaucoup aussi l'imaginaire des spectateurs, parce qu'eux, ils doivent aussi se dire, ah oui, chaque auteur a son imaginaire. Et alors ça a nourri vraiment l'histoire du cinéma à ses débuts. Puisqu'au début, c'était des gens de la scène, dans le cinéma muet, dans le burlesque. Et bien, nous, venant de là, on voulait préserver ça. On ne l'a pas préservé complètement. Mais en tout cas, c'est essentiel. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'effectivement, il y a quand même c'est pas un jeu de cinéma, entre guillemets. Ouais, voilà. Il y a plein de manières de jouer cinéma. Ouais. Mais
c'est justement pour ça que je pose la question, parce qu'il y a quand même un truc très burlesque qui reste dans vos jeux à tous et toutes d'ailleurs. Et donc voilà, je voulais savoir si c'était vraiment une recherche. Est-ce que vous avez recherché à garder ça, tu viens de répondre d'ailleurs, mais pour la caméra, ou si c'était une habitude de théâtre, mais oui, ça se sent que c'est un choix quand même. Oui, bah, d'où les plans fixes, parce qu'en général, enfin en cinéma, on peut rythmer beaucoup les choses par le découpage, par les mouvements de caméra. Et donc, mais nous, on a beaucoup de plans fixes, on adore ça, parce que on voit les corps des orteils jusqu'au dessus, et puis parce que... Surtout les orteils de certains. Oui. Et parce que c'est le corps qui parle, et souvent le corps il parle vrai, donc tout ça nous passionne, mais ça nécessite aussi d'amener le groupe qui travaille sur le film dans cet univers-là, parce que vous ne voyez que les bords de cadre, mais tout autour des bords de cadre, il y a un tas de gens avec des ventilateurs, avec des petits fils nylon, avec il faut de l'humour aussi dans les maquillages, dans les décors, dans les costumes. Et donc, il y a un esprit de troupe qu'on recherche et qu'on a trouvé, qu'on trouve à chaque film. Mais il faut des gens qui ont envie de se lancer, je crois, là-dedans aussi, qui comprennent que... Parce que c'est très sectoriel le cinéma, en général. Un gars qui fait ça ne va pas aider la fille qui fait ça. Mais nous, il faut qu'on voit la trace des doigts de toute l'équipe dedans. Et on amène les gens en amont. Voilà, on a essayé des perruques, tu me disais, est-ce qu'on va mettre des golfs, est-ce qu'on va mettre des... Enfin, les vêtements, tout ça, on recherche des choses ensemble. Ça fait partie de ce qui nous passionne. Moi, avec Dom et Fiona, ce qui était super avec Dom et Fiona, c'est qu'en fait, j'ai dû changer mes habitudes. J'ai dû oublier et puis imaginer réinventer, quoi. Et ça, c'est super. Et en plus, on a eu du temps pour ça. En fait, c'est des choses que vous pouvez vous dire, oui, mais nous, on ne voit pas tout ça, ça n'a pas d'incidence, mais on a l'impression quand même qu'il y a une qualité artisanale qui est très visible, du coup. Et ça, on aime bien aussi préserver. On aime bien travailler avec des amateurs parce qu'ils ont une fraîcheur naturelle. Et nous, en tant que clown, on essaie de préserver cette fraîcheur, cette maladresse et la spontanéité, malgré le fait que c'est très millimétré aussi, parce qu'on est... Ça demande pas mal de répètes, hein, même pour les danses ou quoi. On s'est vu avec Philippe, Kaori, en amont, Mélanie, on a fait des répétitions parce que on veut que les personnalités ressortent, leur fragilité et leur force. Et chacun donc s'y met à fond. Au début, c'est très mauvais ce qu'on fait. On met une caméra sur un pied et de la musique. Et c'est vraiment mauvais. Et puis un petit peu à la fois, il y a des petites bouts de 3 secondes qui sont bien. On colle ça et on arrive le jour du tournage à faire quelque chose qui sent l'impro, mais qui n'est plus de l'impro. Et avec nos corps à nous, à fond. Et puis Kaori aussi, elle est une nouvelle venue, donc Kaori Ito, c'est une danseuse contemporaine qui nous a rejoint pour ce film. Elle aurait pu briller tellement parce que pour elle, mettre ça au pied là, c'est juste banal. Hein. Je pense qu'elle se brosse les dents avec son pied tous les jours. Mais non, je veux dire, elle a compris aussi en nous rejoignant que c'était le côté clownesque qui nous intéressait. Que là aussi dans certaines de ses créations d'ailleurs. Oui, non, j'allais juste dire aussi, quand on écrit, on ne dessine pas les personnages, c'est les acteurs qui vont créer leur personnage. C'est ceux qui proposent quand on essaie d'être attentif de ce qui en quoi marche chez ces personnes-là avec nous, et pas le contraire. Même les tout petits rôles, on voit ce qu'ils proposent. Peut-être on peut demander, Philippe, pour toi, tous ces temps de répétition, etc., c'est quelque chose qui est important dans l'écriture l'écriture avec ton travail d'acteur du film, enfin, comment ça vient se... Nous, on a toujours répété depuis le début, même avant l'iceberg, on a toujours répété les films, et ça, c'est sympa d'abord parce que pour voir si les choses marchent, même très simplement, déjà on vérifie si pour nous c'est déjà marrant ou pas, et si c'est pas marrant, peut-être on peut le rendre marrant.
Et puis aussi parce que du coup, ça fait qu'on est d'accord sur une espèce de, je sais pas comment dire, de squelette ou quelque chose comme ça. Ben, on est d'accord sur cette base, et sur cette base-là, il y a quand même moyen de proposer quelque chose, suivant les contextes évidemment, mais de proposer un petit peu quelque chose qui ne soit pas complètement déterminé. Parce qu'après, évidemment, ça va très vite, quoi. Après, la scène, il faut qu'elle file, donc si on sait ce qu'on fait, mais qu'on peut sortir un petit peu comme ça, c'est chouette, quoi. Ça, Dominique Effelin nous laisse cette liberté-là aux comédiens, quoi. Donc pour moi, c'est important. Pouvoir répéter avant, c'est un vrai confort. Le tournage, il a duré combien de temps? Le tournage a duré combien de temps? C'était 9 semaines. Oui, 9 semaines. Nos films précédents, la fête, c'était 13 semaines. Mais on a dû réduire parce qu'il n'y a pas les sous pour payer autant. Mais si on pouvait en faire 6 mois, parce qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Mon oncle, je crois que c'est 6 ou 9 mois. Et Les Lumières de la Ville, bon, c'est exceptionnel, mais c'était pendant 2 ans et demi. Mais c'est parce que quand on fait du burlesque, déjà, vous êtes sans doute d'accord, ceux qui font du théâtre, mais on disait il faut toujours 50 représentations avant que ça tienne la route. C'est un peu le public qui est notre metteur en scène, on affine. En cinéma, quand c'est fait, c'est fait. Et le plan séquence et le jeu corporel, ça demande du travail, beaucoup de travail. Donc notre rêve, ça serait de pouvoir avoir 9 mois pour faire un film, mais ce n'est pas possible. Puis montrer, et puis le retravailler, parce que on a beau inviter des gens qui donnent leur jugement pendant le montage, c'est pas pareil qu'un vrai public qui est une espèce de bête vivante. Et c'est là où le jugement, on sent ce qu'on a. Je viens sous la contrainte du plan séquence. Si vous répétez un peu comme pour le théâtre, une fois que la caméra et que le moteur est lancé, vous êtes sous la contrainte du plan séquence. Oui, c'est une contrainte, mais c'est un choix. C'est-à-dire, c'est voulu. Mais alors, on a quand même pas mal de mouvements, quelques mouvements. Donc, on s'empêche pas de bouger. Mais on aime bien voir les corps. Qu'est-ce qu'un corps peut dire du début jusqu'à la fin, avec ses faiblesses et ses maladresses et ses forces. Ça nous plaît aussi, ça, parce que c'est le sujet du clown un peu. Pas, comment dirais-je, finaliser le rythme au montage. On essaye. Hein. Oui, en fait, c'est pas vraiment des plans séquences dans ce film-ci. Notre tout premier film, c'était 40 plans séquences et rien d'autre. Donc, si c'était pas bon au milieu, il fallait accepter une partie pas bon au milieu ou couper la scène. Mais ici, on a quand même pas mal de possibilités de montage. C'est assez immobile, mais on coupe quand même finalement assez pour pouvoir changer de cap si on croit que ça ne fonctionne pas. Et Nicolas, est-ce que vous répétez 3, 4, 5, 6 fois la même scène pendant le tournage? Pas pendant le tournage, mais pendant qu'on répète, oui, parce que la première fois, il y a peut-être quelques instants qu'on trouve intéressants et le reste pas. Donc on reprend jusqu'au moment où ça commence à tenir la route. Pendant le tournage, on fait jusque 8, certaines prises 12, 13 fois, en cherchant justement, puisque le plan séquence est assez exigeant et qu'il y a une mécanique physique, il y a toujours un moment où ça foire, donc on essaie quand même, on n'essaie pas d'être mauvais, hein, on est au taquet, hein, on fait tout ce qu'on peut pour être le mieux possible, mais à la fois, on n'est pas, par exemple, on n'est pas des danseurs, enfin, à part Kaori, hein, nous, on n'est pas des danseurs, donc... Kaori est danseuse, nous autres, on est juste des gens qui auraient aimé être danseurs. Les wannabe danseurs. Surtout moi. Oui. Est-ce que les voitures viennent aussi du théâtre ou qu'est-ce qu'elles sont devenues? On les a presque données. C'était des voitures foireuses. On n'arrivait pas à les faire démarrer. Pendant tout le tournage, on avait des problèmes de voitures. Oui, c'est des voitures clown comme nous, quoi. Donc on les a donné, vendu 100 €, je pense, à un cascadeur de Marseille après. Taxi 6. Moi j'étais triste, je voulais acheter le petit panda vert après le tournage, pour moi, mais il n'a jamais démarré pendant tout le tournage.
Chaque fois qu'on le voit bouger, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pousse dessus. C'est vrai. Et la force, c'était pas beaucoup mieux. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est très années 60, 65, on va dire. Et par contre, le système auditif de Philippe est très moderne. Oui, les anachronismes ne font pas peur. Mais en fait, on a toujours mélangé les trucs parce qu'on ne veut pas, parce que esthétiquement ça nous plaît, et puis parce que c'est des vrais choix, les objets. Et puis aussi, c'est une manière peut-être de dire on est dans un conte ou une fable. On n'essaye pas de faire semblant que c'est la vraie vie, quoi. Et donc, on fait des peintures. Mais dans celui-ci, en l'ayant revu là, avec des gens et tout, on s'est dit, ah oui, on aurait dû mettre quelques éléments très modernes dès le début pour que les gens ne soient pas perdus. Parce qu'il y a toujours une partie du public qui se dit, ah ok, là on est dans les années 80, et qu'est-ce que c'est? Et or c'est peut-être quand même important que, enfin pour certains, de comprendre directement qu'on est en 2023 et que ce gars-là, il était terroriste dans les années de plomb, quoi. Oui. Oui, bonjour. Merci pour ce film, il est magnifique. Je suis curieux, j'ai vu les autres qui sont aussi bien. Et vous parlez beaucoup plus cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? C'est une évolution ou c'est juste provisoire à cause du film même? Je crois que c'est juste provisoire à cause du film. Le polar, pour nous, c'est aussi des répliques. Mais bon, en fait, tous les autres, le film précédent, on avait des dialogues, mais souvent ils disparaissent petit à petit. Cette fois-ci, il y a des phrases qui restent, c'est un hasard. On ne cherche pas à parler plus, au contraire, on aurait aimé parler un peu moins. Mais ça se on passe. aimait tous les dialogues, voilà. Enfin, comme lui qui répète son truc quand il dit je vais le dire, je vais lui dire, je vais lui dire, et puis il n'arrive pas à en placer une devant la petite carrerie. Ça nous fait rire. Et on aimait bien le syndrome de Lima aussi. Ça existe vraiment. Je veux dire, ça a été nommé comme ça. Un des tout premiers gags du film est aussi un gag de parole. Il crie. Ouais. Oui. Une bière. Une bière. Ouais. C'est le côté art brut de Bruno. Qui est gay parce que c'est un peu comme un enfant, un peu, je sais pas. C'est trop. Le choix de tourner à Montreuil. C'était marrant. Hein. En fait, on avait prévu de faire tout en studio et normalement dans les Victorines. Mais Victorine, c'est des studios à Nice. Mais on répétait une pièce avec Philippe au Thénardier. Et on s'est dit, wow, mais le bar, on voulait qu'il soit comme ça. Et donc, on s'est dit, bon, ça serait très chouette qu'on puisse tourner là. C'est aussi, parfois, on aime bien les studios, mais quand même, c'est bien quand on tombe sur un truc réel qui existe, avec tous les détails qu'un décorateur n'aurait pas non plus pensé. Ça aussi, c'est intéressant. Donc là, ils avaient une base avec les colonnes qui nous emmerdaient beaucoup, en fait. Mais c'était une contrainte intéressante de travailler avec cette colonne tout au milieu. Oh, pas pour tout le monde. Je crois qu'il y a un sujet colonne là, au sein de l'équipe. J'ai une question. Bonjour. Bravo, merci, c'était très drôle, très agréable. La question, c'est est-ce qu'on peut faire trahir des secrets techniques concernant la présence des deux personnages en même temps et le jeune miroir? Comment vous avez fait? Oh, c'est tout simple, hein, c'est la caméra complètement immobile, les deux passent. C'est-à-dire que je joue un rôle, donc je suis sur une chaise, et puis en coupe, je vais au maquillage, et puis après je viens, je m'assieds sur l'autre chaise. Il faut juste que la caméra ne bouge pas du tout. Il faut des repères aussi, parce que les doigts... Et les repères, et alors on avait un pied avec une petite vitre entre les deux personnages, pour que quand je touche cet endroit-là, on savait que ça allait plus ou moins matcher, quoi. Et en fait, pour les effets spéciaux, ils trouvent des lignes comme ça, parce qu'il y a d'autres moments où on se croise, c'est plus complexe que ça. L'important, c'est on se croise pas. Hein. Mais autrement, on peut faire des lignes très bizarres pour aller chercher des informations dans un plan. Et justement, là, il y a une superposition des genoux. Oui, bah, ça se voit un peu d'ailleurs, parce qu'il y en a un, c'est un peu, ma position est un petit peu bizarre. Ouais. Après, nous, on essaie parfois de décaler un peu dans ce jeu, c'est-à-dire, puisque c'est clownesque,
on ne voulait pas que ce soit parfait. Si on avait beaucoup d'argent et qu'on avait la volonté, on aurait pu faire presque un vrai miroir. Juste une question un peu indiscrète peut-être. Quels sont vos projets? Alors, j'imagine que pour l'instant, vous êtes en promotion et que vous avez besoin de longues vacances. Est-ce que vous avez des projets? Des longues vacances. Bon, on est en train de réfléchir à quelque chose de nouveau. Une des idées, c'est une idée qui tourne autour des robots d'occasion. Après les voitures d'occasion. Oui, un peu, ça va être des robots un peu comme nos voitures dans le film, voilà. Mais on ne sait pas si on va faire cette idée-là, on verra bien. Après, moi, j'aimerais peut-être bien revenir aussi sur parler du passé de Boris et aussi le passé du couple. Enfin, c'est un film où on rit beaucoup et où vous avez choisi d'avoir, pour la plupart des personnages, enfin, sauf si on ne connaît pas forcément bien son passé, mais pour la plupart des personnages, un passé tragique. Et voilà, enfin, c'est un choix qui interroge. Pourquoi vous avez voilà, dessiné ce couple de parents endeuillés? Ouais, c'est une histoire plus intime et plus privée à travers la plus grande histoire qui est un peu politique de notre truc, enfin si on peut dire, parce qu'on reste des clowns. Mais c'est ça la grosse différence entre le moment où on a écrit la première fois ce truc, on était deux trentenaires, et voilà. Et ici maintenant on s'est dit, tiens, si ce couple-là avait traversé une épreuve très douloureuse, ça serait touchant. Simplement, on essaie de le traiter assez finement, poétiquement, donc, mais quand même ça fait quelque chose. Et puis qu'il y a une espèce de vase communicant, c'est comme s'il y a un des couples qui s'enfonce et l'autre qui, à travers un nouveau drame, va pouvoir ouvrir une fenêtre, une porte ou sortir de leur état de malheur. Et on a croisé dans un festival des gens qui s'occupent d'une ASBL pour aider les gens, les couples qui ont perdu un enfant. Ils nous disaient que oui, souvent ça sépare les couples. On va peut-être vous libérer, non? En fait, moi j'aurais quand même ce sera peut-être la dernière question, mais puisqu'on parle de mélancolie, etc., oui. Il y a un élément très important du film aussi dont on ne va pas parler, c'est la musique. Ah oui, oui. Avec Birds on a Wire. Oui. Voilà, que moi je trouve magnifique. Bon, c'est un groupe que j'aime beaucoup par ailleurs, mais pourquoi vous avez. Enfin, comment vous avez choisi de travailler avec elle et puis comment s'est fait la. Est-ce que les chansons ont été composées en amont, après comment vous vous êtes mêlés à vos deux univers qui, je trouve, fonctionnent très très bien? Rosemary, on la connaît depuis longtemps, pas personnellement, on ne la connaissait pas, mais quand elle avait son groupe Moriarty, je ne sais pas si vous connaissez Moriarty, certains parmi nous, on était fans. Et déjà, avec Moriarty, on s'est dit, est-ce qu'on va lui demander est-ce qu'elle peut faire la musique? On n'osait pas, on n'était pas sûr si le style collait. Et on avait très peur aussi. Normalement, on utilise des morceaux déjà écrits parce qu'on a très peur de demander à quelqu'un de créer quelque chose pour le film et qu'on ne l'aime pas. Et du coup, humainement, c'était quand même un gros obstacle. Et alors, elle a créé Birds on a Wire avec Dom et Nena, et on s'est dit que on trouvait que leur musique correspondait à ce qu'on pouvait avoir dans notre film, dans notre polar, et on osait leur demander. Et elles ne connaissaient pas. Elles ont vu le film et elles ont dit oui, on a envie. Et puis elles ont fait leur maquette en gros avant, et nous on a répété avec le morceau pendant les répétitions. Après ça, c'était une question de rajouter des petits bouts. Et la dernière chanson qu'elle a inventée au mixage à la fin, on a reçu ça, on s'est dit waouh. Ça, c'était un cadeau de fin. On ne savait pas qu'elle avait inventé les paroles et tout. La bande originale du film sort maintenant. Et hier, il y a la première chanson, c'est celle de générique, qui est sortie. Et je pense que la semaine prochaine, il y a toutes les musiques du film. Oui, mais elles sont tellement, on les aime tellement que pour nous, c'était un gros cadeau, quoi. On a été impressionnés. C'est vraiment deux univers qui fonctionnent très très bien. Ouais. J'avais encore envie de poser une autre question. Après, c'est la dernière. Non, c'est parce que j'ai lu dans
dans une interview peut-être que vous parliez du rapport au burlesque dont vous avez parlé, Chaplin, Keaton, qui pouvait parfois être un peu impressionnant, et qu'en fait vous avez, je ne sais pas si c'était la découverte, mais à travers des films de Pierre et Tex, qu'il y a des choses, j'aimerais bien que vous parliez un tout petit peu de votre rapport à Pierre et Tex. Oui, au Méliès, c'est drôle de parler. Voilà, oui. Parce que c'est juste, en deux mots, juste, je trouve que c'est un lien qui peut être aussi assez évident si on y réfléchit, juste votre rapport à ce réalisateur. Ce clown aussi. On fait juste partie de cette famille-là d'artistes, des artistes qui ne sont pas acteurs pour d'autres, mais qui créent leur propre univers et avec leur propre personnage. On est des clowns. Bon, Tati, spécialement Chaplin et Keaton, ils sont vraiment en haut de la chaîne. Justement, ça fait un peu peur. Je veux dire, après ça, nous, dire on va faire aussi là, ce truc-là, ça fait peur parce qu'ils ont été tellement loin, tellement haut. Et puis comment faire après? Et c'est en voyant le soupirant c'est quelqu'un qui nous a dit, d'ailleurs, un ami cinéaste qui nous a dit, regardez ça. Et le soupirant, c'est tellement différent comme burlesque. Ça a des passages, c'est comme un clip à certains moments où on s'est dit, ben oui, en fait, on peut faire ce qu'on veut. En fait, on peut aller balader le burlesque comme on veut. Et donc, ça nous a donné du courage. Et on voulait qu'il joue dans notre film précédent, mais en fait, il était déjà trop souffrant. Donc, on a eu Pierre Richard à la place. Merci. Voilà, je crois que c'était bien la dernière question. Merci beaucoup à tous les trois. Fiona, Dominique, Philippe, merci pour ce très beau film. Merci pour votre présence et merci à Potemkin, Miliani, le distributeur du film. Et Monica qui fait notre attachée de presse. Et Monica Donati, attachée de presse, et les quelques membres de l'équipe présente. Et très bonne soirée à toutes et à tous. Encore merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez les applaudir à nouveau.